Bonjour à tous, ici Astrid Le Fur de Partage ton Burnout. Et aujourd'hui, j'interviewe Alexandra Lecard, psychologue clinicienne et fondatrice du Centre des thérapies intégratives et nouvelles technologies à Paris. Nous allons parler manipulation et perversion narcissique. Bonjour Alexandra. Bonjour Astrid. Alors Alexandra, dis-moi, qu'est-ce que c'est que les thérapies intégratives? Une thérapie intégrative, c'est une thérapie qui intègre plusieurs. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la perversion narcissique et de la manipulation, parce que j'ai vu que vous aviez un pôle sur les violences, dont les violences psychologiques. Et justement, dans les personnes qui lisent ce blog ou les personnes que je peux accompagner en coaching suite à un burn-out, on entend souvent des histoires de manipulation ou de perversion narcissique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui ne savent pas forcément très clairement ce que c'est, ni ce qu'ils sont censés faire s'ils se reconnaissent voilà, dans ces schémas de manipulation. C'est normal puisque c'est très invisible la manipulation. Alors, du coup, dis-moi, Alexandra, qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es intéressée à ce sujet-là spécifiquement? Bah, écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est parce que j'avais déjà, en tant que psychologue clinicienne, beaucoup de victimes de manipulation déjà dans mon cabinet. Je me suis aperçue également que j'avais des auteurs de manipulation et des pervers narcissiques. Et que à partir du moment où ils ne sont pas identifiés et que c'est pas dit d'emblée, ils arrivent un petit peu cachés, masqués comme on dit, et c'est un petit peu dommage. Autant arriver démasqué et en parler librement. Je pense aussi que c'est parce que je suis aussi spécialisée dans la surdouance. Donc je reçois des adultes surdoués. Et on sait malheureusement qu'ils ont un profil qui attire les personnes narcissiques parce que c'est des personnes en général très lumineuses, pleines de choses et principalement d'empathie. Et en fait, les personnes narcissiques sont assez attirées par les gens hyper empathiques. Donc je pense qu'il y avait ça aussi. Voilà. Et puis aussi le fait que j'avais fait beaucoup, quand j'étais étudiante, des stages en criminologie. Voilà, avec le docteur Coutenceau, qui est un grand criminologue. J'ai travaillé dans les violences conjugales, donc les violences psychologiques, physiques, sexuelles, économiques. Et j'ai accompagné pendant un an des auteurs de violences conjugales. J'avais travaillé sur leur estime de soi déjà à l'époque en Master 1. Voilà. C'était il y a 11-12 ans. Et je pense que ça m'a mis le pied à l'étrier, dans un pas un petit peu dans la criminologie. Et donc, légère. En tout cas, j'ai peut-être un projet de DU un jour pour me spécialiser encore plus. Mais voilà, donc je reçois les victimes de pervers narcissiques et les auteurs également. Je reçois les deux et je propose des thérapies individuelles pour les deux, les deux côtés. Je propose des groupes de parole et des groupes de parole de médiation restaurative où on peut confronter les deux. Alors du coup, on parle depuis tout à l'heure de manipulation et de pervers narcissique. Qu'est-ce que c'est que la manipulation et qu'est-ce que c'est que la perversion narcissique? Alors, la manipulation, donc ça vient de manipulare, donc donner la forme à la pâte qu'on veut. Donc, c'est tout le monde manipule. C'est l'idée d'utiliser des moyens pour amener quelqu'un ou quelque chose assez fin. Donc, les parents manipulent les enfants. On peut manipuler pour faire un cadeau, faire une surprise, omettre, oublier de dire quelque chose, faire des mensonges. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Sauf que la manipulation, si elle est utilisée à des fins toxiques, c'est déjà plus dangereux. Donc, déjà, ça, c'est la manipulation. Et la perversion, c'est toujours avec la base de la manipulation, mais avec un degré de psychiatrie en plus, où il y a une pathologie du lien, et où la personne... Alors, souvent, les gens disent, le but, c'est de détruire. Alors, pas du tout. Ce n'est pas l'objectif. Je passe mon temps à la redemander en séance clinique encore et encore. Ce n'est pas du tout l'objectif. En fait, l'objectif, c'est surtout de prendre le contrôle, déjà. Et puis, c'est surtout que c'est une pathologie du lien. Donc, la personne perverse, elle rentre dans un lien fusionnel avec l'autre, un lien fusionnel destructeur où elle va s'inspirer et prendre son élan vital parce que c'est une personne vide, en dépression latente, et elle va comme ça s'appelle du vampirisme. C'est le principe de prendre l'élan vital de l'autre pour pouvoir survivre et puis passer d'une victime à une autre parce que un humain, contrairement à ce qu'on croit, ça peut s'éteindre assez vite. Donc quand je dis éteindre, je parle de dépression ou de burn-out. Comment est-ce que ces comportements peuvent générer ce type de conséquences? Il y en a plein.
En fait, dans le milieu du travail, de toute façon, c'est un lien humain. Donc, c'est un lien qu'on va retrouver dans la famille ou dans le couple avec des paramètres affectifs ou tout ça en moins, et encore, des fois, il y en a aussi. Donc, alors, un manipulateur va utiliser, on va parler beaucoup de relations d'objets, va utiliser quelqu'un pour arriver à ses fins. Et en fait, si tu veux, quand il a fini, il se désintéresse de l'objet d'investissement. Donc, c'est aussi destructeur et dangereux, mais ce n'est pas chronique. En fait, la perversion, c'est dans le temps, ça ne s'arrête jamais, alors que la manipulation, c'est ponctuel. Voilà. D'accord, donc ce que j'entends, c'est que la personne, parce qu'elle a un objectif à atteindre, elle va utiliser l'autre dans le but d'atteindre son objectif et qu'ensuite, elle va, une fois que ce qui lui a été utile est obtenu, elle va se désintéresser de la personne, la lâcher. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, c'est les mêmes outils. Donc, c'est très grave, mais voilà, il faut savoir que c'est la différence. C'est que perversion, c'est chronique, alors que manipulation, c'est ponctuel. D'accord. Ce que j'entends quand tu dis ça, moi, ce que je dis souvent, c'est que le burn-out arrive au moment où on se dit tout ça pour ça et qu'on lâche. C'est le moment où on lâche. Et j'entends ça quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'on a donné beaucoup à quelqu'un qui nous a demandé beaucoup. On attendait sans doute en retour de la reconnaissance quelque chose. Et en fait, on se retrouve lâché parce que finalement, la personne a obtenu ce qu'elle voulait. Elle nous laisse tomber et ça génère cette espèce de décalage de tout ça pour ça qui peut déclencher le burn-out finalement. C'est horrible. La conscience est salvatrice. Au moment où la personne va prendre conscience et lâcher, bon, dans le lâcher, elle va lâcher beaucoup de choses, hein, c'est là qu'on décompense, mais c'est le début de la fin aussi. Et donc, la perversion, ça n'a rien à voir. Là, il y a une pathologie du lien, donc c'est une fusion entre deux personnes. Alberto Heger parle de danse à deux. Et là, la victime veut sauver la personne qui est en mal-être, ou lui apporter quelque chose, ou elle voit l'enfant intérieur en lui. Enfin, il se passe quelque chose de psychologique. Il y a un côté où c'est beaucoup de bienveillance, et de l'autre côté, c'est de la relation d'objet, relation un jouet, un doudou. Le pervers, en fait, il utilise la victime, sa proie même, on dit quand même, et il joue avec jusqu'à temps que déjà il soit arrivé à ses fins, et même quand il est arrivé à ses fins, il la garde sous le coude. J'ai vraiment un père narcissique qui faisait ça avec son geste. Il disait quand j'ai une victime, ça me libère le bras pour aller en chercher une autre. Donc voilà, ça va vraiment sous le coude, au chaud, pour continuer à prendre l'élan vital et, comme on dit en vampirisme, continuer à sucer l'âme et l'énergie. C'est très dangereux, c'est létal. C'est très grave en fait, la perversion, ça tue, ça donne des dépressions sévères. Il y a beaucoup de victimes qui passent à l'acte, voilà, qui font des tentatives. Il y a vraiment un pourcentage de dépressions en France qui sont dues à de la perversion et ça n'est pas identifié. Je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là. Et ces personnes sont malades et on devrait vraiment plus s'en occuper parce que, comme tu as dit, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de soins et c'est bien et encore pas assez, mais pour les victimes. Mais la cause de tout ça, je trouve qu'on est, voilà, on a à faire, et moi y compris. C'est un peu comme si on soignait le symptôme, mais pas la cause. Un peu, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve pris dans cet engrenage et qu'on s'en rend pas compte? Parce que j'imagine que s'il y avait écrit pervers narcissique, on n'irait pas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve pris dans cet engrenage alors? Alors, le principe, c'est de la manipulation. Donc, en fait, c'est invisible, on se fait avoir à ses dépens. Donc, en fait, on croit avoir affaire à une personne, donc ça s'appelle la lune de miel, qui n'est pas normale ou plus. Elle est plus. Le pervers, au début, il démène tout plein d'outils. Il sort toutes ses stratégies de son sac. C'est inconscient, hein, mais ni conscient ni inconscient, parce que c'est de la névrose de psychose. Donc, pour séduire la victime. Ils sont très à l'écoute. Ils parlent peu, ils écoutent beaucoup. Ils anticipent les besoins de l'autre. C'est beaucoup de la séduction de toute façon. Ils vont dans leur sens, ils leur font des flatteries devant les autres. Voilà. Donc ça, c'est du love bombing. En fait, c'est de la surséduction pendant un temps limité et intense. C'est presque un stage de séduction où la personne, elle est comme ça, submergée de qualités, de compliments, de points communs aussi. C'est la technique du point commun. Le père narcissique, il va s'aligner sur sa victime. C'est dans la synchronicité en PNL. Et du coup, la victime pense qu'elle a trouvé un peu un alter ego. Et puis en plus, ils ont un thème en général, ils sont très séduisants ou très altruistes ou érudits. Voilà, il y a plusieurs thèmes comme ça, le timide, l'érudit, le séducteur,
les dictateurs, etc. Bon, le dictateur, il n'est pas très charmant. En général, on le détecte assez rapidement. Et donc, la personne, on va le dire à la canadienne, tombe en amour mais, avec le bourreau sans s'en rendre compte. Voilà, donc c'est de la séduction en stage intensif. La personne ne s'en rend pas compte puisque c'est quand même assez subtil et du coup, elle pense que c'est juste le petit plus qui fait que bah, voilà, ça match entre deux personnes, un patron, un collègue. En fait, c'est plus que ça. Les techniques de relation d'emprise sont déjà mises en place. Relation d'emprise, il faut penser à une canne à pêche avec un petit crochet. Et c'est un crochet invisible. C'est un petit peu, voilà, les images sont un peu dures, mais un crochet invisible avec une poche, voilà, avec de la drogue qui coulerait chaque jour goutte à goutte. Donc la personne ne s'en rend pas compte. Donc clairement, elle se fait avoir. Il ne faut pas culpabiliser après de s'être fait manipuler. C'est tous les jours, ça va être des petits textos, ça va être voilà. Et la personne, elle est parfaite au début. Elle respecte le cadre, voilà, elle est tout bien comme il faut. Et puis arrive le premier jour où le pervers twist un petit peu et enlève le masque, fait le premier coup vache, en fait, ça s'appelle, à la victime pour voir comment elle réagit et si le lien est bien ferré. C'est horrible. Et si le lien est là, et en général il l'est puisque là c'est toujours un succès, cette période de lune de miel, là le pervers narcissique vrille et fait du chaud-froid jusqu'à la fin des temps. Et en fait la relation d'emprise tient dans le fait que quand le pervers revient sur du chaud, la victime pense qu'elle a retrouvé la personne du début. Alors qu'en fait la personne du début n'existe pas, elle n'a jamais existé. C'était une pièce de théâtre, c'était une période de séduction pour avoir la personne. Une fois que la personne est en lien, elle va donner beaucoup au pervers, elle va tout donner en fait, elle va se vider, elle va voilà. Pendant les périodes de froid, elle va avoir des doutes. Il y a une période de chaud qui revient par-dessus, etc. C'est très usant, d'où burn-out. Voilà. Dans le milieu professionnel, il y a des personnes toxiques comme partout. Mais c'est vrai que le travail, ça peut être une cachette un petit peu parce qu'il y a un média en fait entre les deux. Mais tu me diras, dans le couple, c'est pas mieux identifié parce qu'il y a la relation affective. De toute façon, c'est une pathologie du lien, donc il y aura toujours ce leurre du lien entre les deux. Évidemment que la victime, elle pensait qu'elle avait trouvé quelqu'un avec qui elle s'entendait bien, avec des valeurs communes, regarder dans la même direction. En fait, dans le cas d'un pervers, ce n'était pas le cas du tout. Clairement, un pervers peut avoir des valeurs un jour et d'autres valeurs un autre jour, alors que ce n'est pas du tout les mêmes, parce que en fait, en fonction des proies, en fait, ils changent de costume. En fait, comme on dit, tout ça, c'est fake. Bon, la victime n'est pas au courant. Donc, elle pense que c'est une vraie relation, un vrai lien. Et donc, elle va se donner entièrement et de manière authentique, comme si c'était une vraie relation. Évidemment, elle n'est pas au courant. C'est très tard, après le twist, après plusieurs chauds froids, après que plusieurs personnes lui disent c'est pas normal, tu perds tes cheveux, tu perds du poids, tu t'épuises, tu te vides de tes ressources, que peut-être la personne va commencer seulement à regarder sur Internet ou écouter les gens. Ça prend énormément de temps, c'est une catastrophe. Ça fait bien longtemps que les dégâts sont faits. Comment est-ce qu'on repère justement un pervers narcissique? Si tu as deux, trois clés à donner aux gens qui écoutent. En fait, il y en a plein. Déjà, la relation est plus que parfaite au début et ça, c'est pas normal. Après, dans les relations de couple, les gens disent souvent j'ai trouvé le prince charmant ou la princesse de mes rêves. Déjà, ça, c'est pas normal. C'est un petit peu trop. Une personne dans une relation normale ne va pas dire j'ai trouvé le prince charmant. On voit qu'ils vont dire voilà, ça se passe super bien, je suis très épanouie. En fait, il faut écouter le discours des victimes. Il y a des paroles assez extrêmes qui vont en fait avec la relation d'emprise extrême. Donc déjà, c'est trop parfait. Après, il y a le twist. Là, quand le pervers, pour la première fois, enlève son masque, en général, c'est un coup dur. Vraiment, personne ne ferait un coup pareil. C'est une humiliation en public, devant toute l'équipe. C'est vraiment un coup vache. C'est du jour au lendemain, vous n'avez plus votre dossier, vous n'êtes pas invité à une réunion. C'est un gros coup dur. Et là, il faudrait pouvoir se dire, avant, c'était bien. Bon, je ne vais pas m'en vouloir d'avoir aimé ça, hein, c'est le principe de la drogue. Mais là, vraiment, c'est bizarre. Le principe de la relation d'emprise, c'est d'être dans le gaslighting, c'est-à-dire le flou. Et en fait, la victime, elle veut pas s'avouer qu'il y a un problème. Parce qu'elle veut y croire, parce qu'on est déjà dans une relation addictive depuis longtemps, mais elle n'est pas au courant. En fait, le père narcissique, il a des trains d'avance. C'est pas une vraie relation et il est toujours dans le contrôle. Et il séduit pour avoir les gens sous son emprise, sous sa cloche, pour pas avoir à se battre contre elle. Parce qu'un père narcissique, c'est très paranoïaque, très jaloux, très possessif, très dépressif. Ça a plein de symptômes négatifs comme ça et en fait, ils sont très malheureux, contrairement à ce qu'on croit. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc, les techniques, donc c'est trop parfait. Le revirement là, extrême pour tester le lien. Les chauds et les froids, c'est pas normal.
Et puis les chauds et les froids, je ne te parle pas de petits chauds froids moyens, hein. C'est les montagnes russes, hein. Le chaud, ça va être d'un seul coup, la personne est invitée, j'en sais rien, à un stage à l'étranger, à une réunion, et puis, je ne sais pas moi, le patron, il lui prend une chambre, et puis voilà, enfin, il ou elle est à la première place, a plein de responsabilités, compliments en public, ou j'en sais rien. Et puis le lendemain, on ignore la victime, on ne lui parle même pas. Il y avait la réunion du lendemain, elle n'est pas invitée. Il y a des instructions, elle n'est pas au courant. Enfin, c'est quand même, c'est des gros froids. Et la personne, en fait, c'est dans ces chauds et froids que la personne, c'est ça qui crée du gaslighting. C'est le fameux, c'est pas possible. C'est l'incapacité à y croire parce qu'en fait, ils ont raison. C'est pas croyable. On est dans un cas psychiatrique. L'ignorance, le silence, l'humiliation en public, le mépris. Je crois donc on a déjà dit. Est-ce qu'ils sont experts des injonctions paradoxales dont on entend souvent parler qui génèrent le burn-out? Complètement. Et au bout d'un moment, il y a un conflit des valeurs qu'il n'y avait pas du tout au début. Ça se passait très, très bien. Des demandes contradictoires. La personne se retrouve vidée de ses ressources alors que le pervers adorait les ressources de la victime au début. C'était formidable d'un seul coup. Tout ce pourquoi il l'avait choisi, c'est plus formidable du tout. D'un seul coup, c'est tout ce qui est critiqué. C'est là où la personne aussi se dit mais je ne comprends pas. C'est la phrase qui ressort toujours chez les victimes, c'est je ne comprends pas. C'est pour ça qu'en séance, en thérapie, elle passe beaucoup de temps et beaucoup de séances à réexpliquer parce qu'en fait, personne ne les croit. Et il y a la famille aussi, il faut écouter. En général, la famille commence à dire tu parles beaucoup de lui ou d'elle. Un des symptômes, c'est qu'on parle peu de la personne. Ça, c'est un autre signe. Oui, parce que c'est une relation addictive. Donc, il n'y a plus que le pervers en jeu, en fait, dans la tête de la victime. Ça fait pas mal d'indices pour toi. Il y en a plein. C'est un indice de l'emprise aussi, le fait qu'on se retrouve à parler beaucoup de cette personne ou à avoir notre esprit focalisé sur cette relation-là. Une obsession parce qu'en fait, le pervers, il est obsédé par sa victime aussi. Bien plus que la victime à la base. Il est obsédé par sa victime, il l'a choisi, il veut qu'elle. Alors, en fait, il en prend plusieurs, mais chaque doudou, en fait, chaque jouet est particulier pour lui et il ne veut pas que le jouet s'en aille pour aller jouer avec quelqu'un d'autre. Il est à lui, c'est la possession. Le narcissisme, c'est je suis seul à jouer avec tous mes jouets et on n'a pas à me contredire. Donc, ils sont irritables, intolérants à la frustration. Ils font des caprices, on peut les voir comme ça aussi. Et puis, voilà, si c'est le thème de séducteur, c'est vraiment trop. Et puis, rapidement, le pervers, par exemple, il va séduire d'autres victimes devant la première victime. Et la deuxième et la troisième. Donc, en fait, ça, c'est l'humiliation et c'est pour créer le trouble aussi, la jalousie, pour renforcer le lien. Et puis, à ce moment-là, le pervers, donc, ignore les victimes d'avant. Donc, c'est un jeu entre je te donne beaucoup, je te donne plus rien. C'est pas particulier. Et tout à l'heure, tu nous en as parlé un peu, mais qu'est-ce qui fait qu'il va choisir certaines personnes et pas d'autres? Alors, un pervers, symboliquement, il est vide. En fait, il a lâché son enfant intérieur parce qu'il n'était pas assez parfait pour les parents ou traumatisé. Donc, on dit qu'un père narcissique, c'est souvent polytraumatisé. Et c'est vrai, on le constate en thérapie. Donc, en fait, si tu veux, ils ont lâché l'enfant intérieur et il ne reste que la carapace vide. C'est pour ça qu'on dit une carapace. Donc, dans cette carapace, c'est du néant, donc du thanatose, donc psychanalyse, donc de la pulsion de mort, donc c'est très grave. Et voilà, donc c'est tout vide, il faut remplir. Donc, les pervers narcissiques ne vont pas se diriger vers n'importe qui. Ils ne vont pas prendre des personnes faibles, ou contrairement à ce qu'on croit. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Pas du tout. En fait, justement, ils vont prendre des personnes plein de choses. D'amour, d'empathie, de projets. Les victimes sont toujours des personnes extraordinaires. Ce ne sont pas des personnes banales. Donc, ça va être une personne très instruite ou très jolie ou très riche ou très cultivée ou très aimée par les autres souvent, avec beaucoup d'empathie pour comprendre le narcissique et être à ses petits soins, être une deuxième maman. Donc, ils ne vont pas prendre des personnes vides, ils vont justement prendre des personnes pleines. Et en général, nos victimes sont des personnes assez lumineuses. Souvent, on dit, mais il était si lumineux, elle rigolait tout le temps, il était si épanoui. C'est des personnes qui ont vraiment une pulsion de vie très exprimée. C'est pour ça que c'est si triste quand on voit une personne s'éteindre. On se dit que ça ne lui ressemble pas. Et voilà, c'est l'élan vital qui descend. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce que j'y vois un gros parallèle avec le burn-out. Et effectivement, dans les deux cas, il y a cette croyance que la victime ou la personne qui se retrouve dans cette situation est faible. Alors qu'au contraire, ce sont les personnes, alors toi tu viens de dire qui sont lumineuses, pleines de vie,
empathiques. Et puis dans le burn-out, moi j'explique, c'est ceux qui croient qu'à eux, ça ne peut pas arriver justement parce qu'ils sont forts et qui sont voilà, dans le quand on veut, on peut, et toutes ces croyances qui font qu'ils vont beaucoup plus loin que les autres qui s'arrêtent avant. Tout à fait. C'est pour ça. D'ailleurs, ça rajoute. Les victimes souvent se disent, enfin, elles avaient plein de ressources, elles le savaient, donc pas moi. Puis j'ai encore des ressources. Bah non, en fait, elles sont en train de s'éteindre. Mais comme la perversion, c'est invisible, insidieux et progressif. Comme tu as dit tout à l'heure, si ça arrivait d'un seul coup, tout le monde dirait bah non, non merci, c'est trop violent, pas pour moi, je me respecte. Mais comme c'est à petite dose tous les jours, c'est non perceptible et du coup ça rentre comme ça de manière insidieuse. C'est très grave et ça tue. La perversion, ça tue, c'est très très grave. C'est pas une métaphore, hein. Vraiment on n'a pas de sévère. C'est un sujet vraiment à prendre au sérieux. Merci d'ailleurs de nous en parler et de nous aider à mieux comprendre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Si on se dit, voilà, j'ai l'impression que j'ai affaire à un pervers narcissique ou à au moins un manipulateur, quelqu'un qui m'utilise, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est conseillé partout, je vais le dire aussi. C'est toujours cette réponse, fuir. Je pense que c'est la réponse et en même temps, je l'aime pas trop parce que c'est tellement facile à dire. Que ce soit des personnes qui sont en couple depuis longtemps, qui ont des enfants, etc., ou quelqu'un qui a un métier depuis des années, ou même si c'est pas depuis 20 ou 30 ans. Mais normalement, voilà, la première réponse, donc je vais la dire quand même, c'est fuir. Parce que là, il y a, en fait, le père narcissique ne joue pas sur le même plan. En thérapie, ils disent bien qu'ils sont en guerre depuis le début. Et la victime n'est pas au courant. Donc, fuir parce qu'on est en danger. Et voilà, si c'est pas possible, il y a des petites techniques. C'est d'arrêter de parler en huis clos avec le pervers. Ça, c'est terminé. Il faut toujours un témoin en permanence. Parce que le pervers, il transforme tout, hein. En fait, on dit que c'est de la psychiatrie parce qu'il y a des mécanismes psychotiques assez graves comme le clivage ou la projection ou le déni. Donc, en fait, ils réinventent une réalité toutes les 5 minutes, toutes les heures. Si ça ne va pas dans leur sens, ils vont réinventer la réalité. Donc, si vous êtes en huis clos et que vous avez dit quelque chose, c'est votre parole contre la sienne. Donc, toujours des témoins. Pouvoir s'observer et voir qu'on va pas bien. Il y a quand même plein de symptômes physiques en général, perte de poids, chute de cheveux. Il y a une perte de plaisir. Donc, anédonie, la personne fait plus de danse, elle fait plus de piano, elle voit plus ses amis. Il y a plein de signes annonciateurs. Et donc, pouvoir s'observer, avoir toujours un témoin, prendre du recul et puis s'avouer qu'aucune relation n'est parfaite et que clairement, une relation épanouissante, on est censé être mieux. En parler avec le médecin du travail, des collègues, des personnes à l'extérieur, des psychologues, des coachs, des amis, la famille. Beaucoup en parler parce qu'en fait, la parole ça vient tuer la perversion. En fait, le père narcissique, il hypnotise par la rhétorique. En fait, dans les faits, il ne fait pas grand-chose. Et c'est surtout, il faut regarder les faits parce que soit il fait justement beaucoup ou il promet, il ne fait pas grand-chose. Mais c'est beaucoup dans les faits. Il ne faut pas trop écouter les paroles. Donc, on voit que la clé est dans les mots. Si on parle autour de soi et qu'on s'exprime et qu'on parle de la normalité, de la détresse, etc., les gens vont réagir, ils vont vouloir aider aussi. Et on sait qu'un père narcissique, ça isole. Donc, si la personne s'entoure de personnes du travail ou de la famille, etc., elle sentira qu'elle reprend des ressources, puisque comme elle est vidée de l'intérieur, tu te rappelles, c'est important de pouvoir remettre des petits câbles, des petits liens un petit peu partout. Et je suis sûre que la personne pourra retrouver des sources en parlant, en allant sur son blog ou sur des sites internet ou en se documentant. Et je crois que ceux qui parlent du mot PN ou MPN ou perversion, je crois que vraiment ils ont eu affaire à quelqu'un de au moins minimum toxique. Oui, c'est qu'en fait, quand on commence à se renseigner, c'est qu'en fait, on est vraiment concerné. Je crois que oui. J'ai pas entendu beaucoup de gens qui disaient je crois que j'ai affaire à un père narcissique ou un manipulateur. Les gens trouvent pas toujours les mots, mais des fois c'est pas aussi grave, c'est pas forcément un père narcissique. Mais quand les gens cherchent de ce côté-là, c'est que c'est toxique quand même, un minimum. Et ton avis, est-ce que tu penses que c'est possible de retourner une relation avec quelqu'un qui est un pervers narcissique pour ne plus être du tout sous son emprise, ou est-ce qu'on peut juste se protéger et quand même préparer une sortie pour quitter cette personne de façon douce?
Alors, je de façon douce. En fait, ce qui est étonnant, c'est que pour sortir d'une relation d'emprise, il faut utiliser des techniques de manipulation de survie. Et là, les personnes qui subissent de la manipulation disent comment? Des techniques de manipulation, mais je veux pas être comme lui ou comme elle. Alors, il ne s'agit pas du tout d'être. De toute façon, on ne peut pas inventer. C'est un trouble de la personnalité narcissique. Trouble de la personnalité. Donc, c'est quand même c'est au-delà de la névrose classique. Donc, de toute façon, la personne ne pourra pas ressembler voilà, à son bourreau et on ne s'invente pas manipulateur ou pervers comme ça parce qu'on le veut ou, voilà, du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas de danger d'un point de vue psychiatrique. C'est des techniques de manipulation pour survivre et pour sortir. Alors, pas de l'emprise tout de suite, d'abord sortir du champ et avec le temps, avec des techniques, avec l'entourage, avec des conseils, avec une reconstruction de soi, pouvoir. Alors, normalement, il faut couper si on peut. Si c'est pas possible, prendre du recul et faire semblant au pervers qu'on a pris de la distance et que on est moins dedans. Au bout d'un temps, assez long, mais quand même, le père narcissique se désintéresse d'une proie qui ne joue plus avec elle. Et du coup, déjà, il est allé voir ailleurs, ça fait longtemps, mais d'autant plus. Et au fur et à mesure, il pourrait lâcher la personne parce qu'il va aller chercher d'autres objets d'investissement qui réagissent mieux. Donc, c'est horrible de le dire comme ça, mais ça s'appelle faire le mort. Comme on sait que dans la perversion narcissique, la personne a régressé à certains niveaux primaires en psychologie, c'est pour ça que leurs sens sont développés, ils sentent mieux, ils entendent beaucoup mieux, ils voient plus loin, c'est assez impressionnant. Ils parlent toujours, ils ont un gros champ lexical darwinien d'animaux, de jungle, de la loi du plus fort. Donc faire le mort, c'est pas si bête, c'est une manière de partir du champ voilà, pas de l'emprise tout de suite, mais du champ voilà, du pervers. Et puis au fur et à mesure, avec la reconstruction, pouvoir sortir de l'emprise. C'est possible, hein, c'est possible, c'est de la psychiatrie tout ça. Lire, se documenter, c'est pas, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est une addiction affective. Ce que j'entends, c'est que c'est possible et qu'en même temps, il faut de l'énergie pour pouvoir faire tout ça et que c'est sans doute ce dont on manque une fois qu'on s'est fait sucer son énergie justement par le fameux pervers narcissique. Si jamais il se trouve qu'on est dans le milieu du travail, qu'on se dit, ben là, il y a une personne dans l'équipe qui manifestement aurait ces types de traits, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ce qui se passe, qui est toujours fascinant dans la perversion, c'est qu'en fait, sans le faire exprès, les victimes protègent les bourreaux. En fait, elles ont des valeurs, de l'intégrité, de la gentillesse, de la bienveillance, de la compassion. Donc en fait, elles ne vont pas s'acharner sur la personne, elles vont prendre leur temps, elles ne vont pas juger trop vite. Voilà, donc il y a un gros décalage avec le pervers qui est en système qui est en guerre en fait depuis le début. En général, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui subissent l'emprise par le bourreau, ou même si ce n'est pas l'emprise, parce que c'est un objet d'investissement comme la victime numéro 1, quand même, il y a d'autres gens qui ont remarqué quelque chose. Il y a des personnes qui ont une bonne estime de soi, qui ne sont pas rentrées dans le jeu de l'emprise, même si des fois le PN a essayé, qui ont vu aussi, mais qui n'ont rien dit. Quand on les protège à ce point-là, il y a un souci. Moi, je me sens très mal. Ça fait plusieurs fois que je vais voir le médecin du travail. Je pense beaucoup à lui. Je ne m'alimente plus. Voilà. Ah, bah peut-être que tu as d'autres facteurs dans ta vie. Oui, peut-être, mais on ne peut pas négliger que ça, c'est de l'humiliation, ça, c'est de la technicien, ça, c'est du mépris. Là, j'ai été humiliée en public, etc. Il faut pouvoir mettre des mots sur des actions, même si c'est progressif, insidieux. Il faut se rappeler que la perversion, c'est des petites touches. Donc, en fait, si le manipulateur a dit une phrase à humilier en public, il va faire cette technique-là, puis il va la refaire dans 3 semaines, ou il va faire attention. Mais il ne faut jamais pouvoir se dire, c'est la première fois, donner des excuses. C'est pas souvent, oui, mais j'étais fatiguée. Non, non, ça ne se fait pas. Il faut pouvoir se connecter à ses émotions et pouvoir se dire, là, je me suis sentie humiliée. Donc l'idée, c'est vraiment de noter les faits, chacun des petits faits, même s'ils sont petits, puisque justement c'est distillé, pour venir aborder sur le terrain des faits ce qui dysfonctionne. Tout à fait, ça s'appelle le carnet de bord. Donc notez, parce qu'en fait, l'humain, surtout bienveillant, tout ça, il a tendance à oublier, donner des excuses, et puis bon, j'étais fatiguée, le lendemain je vais aller. Donc carnet de bord, notez des faits, noter des sensations, en parler aux autres et en parler assez rapidement au N+1, au manager, enfin une personne de confiance, ou le médecin de travail. En tout cas, en parler. Et puis après, ce n'est pas le rôle, je pense, voilà, de la personne. Je pense qu'il y a une équipe pour ça, ou il y a une entreprise, il y a un groupe. La personne, elle se sent déjà isolée dans son emprise. Il faut qu'elle puisse se sentir, faisant partie d'un groupe, elle se sentira plus fort. Mais oui, hein, pour moi, là, il y a de la psychiatrie en jeu, c'est toxique.
euh, la personne n'est pas toute seule. Il y a des victimes dans le groupe. C'est sûr. Ouais. S'il n'y en a pas maintenant, il y en aura après-demain. Donc, parler pour soi, c'est protéger les autres. Comme c'est une maladie, ça va se répéter. La personne jusqu'à 99 ans, elle va être comme ça. Il faut absolument en parler. Si c'est même pas pour soi, je dirais, le faire pour les victimes à venir. Au final, s'il y avait un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? De ne pas avoir honte, comme tu as dit tout à l'heure, de s'avouer qu'on a voulu y croire et que c'était beau et que ça avait l'air d'être beau et que c'est peut-être pas ce que c'est. Donc, toujours de l'authenticité, sans s'en vouloir, sans culpabiliser, pouvoir voir les choses de manière, voilà, d'enlever les lunettes de soleil. Et voilà, et les gens toxiques font partie de cette société, mais il y a des gens bons aussi et très intègres, et voilà, il y a de tout. Mais voilà, je dirais l'authenticité, ne pas avoir honte, ne pas se sentir coupable, parce que c'est l'autre qui a un problème, et pas vous. Et en parler, parce que vous n'êtes pas tout seul, c'est l'autre qui a un problème, et il n'y a pas de raison de... Voilà, la vie, c'est fait pour être émerveillé, s'inspirer, avancer, évoluer, être curieux. Quand c'est déprimé comme ça, dans le lien, quand il y a un lien qui... Bon, on parle de poison, hein, qui vient empoisonner ou emprisonner, comme tu as dit tout à l'heure, il y a un problème. Et même si c'était beau au début, ne pas s'attacher à ce truc du début qui est un leurre, en fait. Et du coup, s'il y a certaines personnes qui se sentent concernées, qui t'écoutent aujourd'hui, qui disent j'aimerais bien me faire accompagner sur ce sujet, comment est-ce qu'on peut te retrouver toi ou les autres personnes du centre pour avancer et justement pas se retrouver seule? Très facilement. L'adresse on a un site internet du centre. Je sais pas si... Je le mettrai dans les liens. Voilà, par téléphone, on a un numéro, un accueil qui est très à l'écoute, très bienveillant. Et voilà, on propose des groupes de parole, des thérapies individuelles. On fait des conférences gratuites tous les mois. On a pas mal d'événements comme ça, un petit peu solidaires, voilà, notamment pour le Covid, des groupes de parole Covid-19, questions existentielles ou des consultations gratuites ou des choses comme ça. Donc, on est assez ouvert. Et pour la violence aussi, on a souvent des conférences. Il y en avait une mardi avec une avocate que j'ai menée. Voilà, donc les conséquences un peu ou les techniques psycho-juridiques voilà, face à une intervention narcissique. Et puis, voilà, sur le site, il y a pas mal de choses du centre, notamment sur les violences conjugales. Mais voilà, ça parle évidemment des violences morales, donc dans l'entreprise aussi. Voilà. Oui, bien sûr, on a la disposition de tous. C'est très important. Même des fois, une séance, ça fait du bien. Parce qu'en fait, le thérapeute, c'est un miroir et pouvoir s'avouer si c'est pas la famille ou un ami, on peut pas. Un thérapeute, c'est une personne voilà, qui peut vraiment renvoyer que... D'ailleurs, c'est souvent très fort, ça compte beaucoup de points, hein, d'être entendu par quelqu'un d'autre comme ça qui dit mais totalement, c'est pas normal et je vois que vous êtes en détresse. J'entends, enfin, je vous vois en fait. Parce que souvent, comme on a dit que c'était invisible, la personne, elle n'est pas vue, elle déambule comme ça dans l'entreprise. Donc voilà, on vous voit. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra. Bonne journée à toi et merci surtout pour la richesse de tout ce que tu nous as partagé. Merci.